C'est qui ? Qui ? C'est Kikina Studio. Nous nous battons pour que les femmes soient libres de choisir leur maternité. Now I'm actually considering freezing my eggs. Freezing your eggs? Les femmes de 29 à 37 ans peuvent congeler leurs propres ovocytes. It took me 28 years to find one man that I want to spend my life with. If I have to wait another 28 years, then I'll be 56 before I can have a baby. La congélation d'ovocytes est-elle une conquête féministe ? Pourquoi fait-on des enfants plus tard ? Est-ce le fruit d'un désir ou d'une contrainte ? Je suis Rachel Flore-Pardo, bienvenue dans le podcast Les œufs au frigo, le podcast qui explore les nouveaux désirs de maternité, produit par Kikina Studio. Passé 30 ans, ça revient sans cesse. Nos amis, nos familles, nos médecins, nos collègues, tout le monde, au cas où on risquait de l'oublier, tient à nous rappeler cette fameuse horloge biologique. Mais derrière cette expression imagée qui laisse le tic-tac s'installer et peut virer parfois à l'obsession, de quoi parle-t-on vraiment ? Nos cycles de vie ont évolué, on fait des études plus longues, on travaille plus tard, on vit plus vieux, mais la fenêtre de fertilité des femmes, elle, n'a pas bougé. C'est ce décalage qui peut créer un conflit de temporalité à ce moment de la vie où on a l'impression qu'on doit tout faire en même temps, se marier, faire un enfant et faire carrière. Alors oui, il est une réalité biologique, la fertilité baisse avec les années et celle des femmes plus vite que celle des hommes, mais la notion d'horloge biologique est une construction culturelle qui véhicule une image fausse, celle qu'on aurait dans notre ventre, une horloge qui pourrait peut-être exploser et qui façonne la façon dont les femmes se voient, se pensent, vivent leur corps et leur rapport au temps qui passe. Alors, horloge biologique, réalité ou fantasme ? Peut-on désamorcer l'horloge sans nier la biologie ? Comment cette notion apparue dans les années 70 s'est-elle imposée dans les discours politiques médiatiques jusqu'à bouleverser notre intimité ? Comment façonne-t-elle notre rapport au vieillissement et à la maternité ? Et comment la philosophie peut-elle nous aider à aborder autrement notre temps et notre corps ? On en parle aujourd'hui avec Marie Robert, philosophe, auteure, directrice d'école Montessori, dont le dernier essai est paru aux éditions Flammarion et s'intitule « Le miracle du réconfort ». Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les œufs au frigo, le podcast qui explore les nouveaux désirs de maternité. Et aujourd'hui, on se demande si on ne congèle pas, surtout pour tenter d'arrêter le temps. Bonjour Marie, bienvenue dans le podcast Les œufs au frigo. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Merci à toi. Alors Marie, on va te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Tu es auteure, philosophe, directrice d'école Montessori et tu as donc écrit de nombreux livres. Et le dernier en date s'appelle « Le miracle du réconfort ». Et en plus de ça, au quotidien, tu te sers de la philosophie pour nous aider à affronter toutes les difficultés, tous les aléas de la vie sur ton compte Instagram, Philosophie is Sexy, et sur de nombreux autres médias, audio, écrits, sur lesquels tu développes tes idées et convoques les philosophes pour nous aider dans notre quotidien. Alors moi, je voulais commencer par te poser cette question. Comment la philosophie t'apporte du réconfort à toi, Marie, au quotidien ? Merci pour cette question parce que c'est vraiment le point de départ. Moi, je dis souvent que la philo m'a sauvé la vie et c'est pas une formule, c'est pas une posture. En fait, pour moi, la philosophie est un support introspectif. Alors, il y a plein de manières de comprendre la philo. Moi, c'est la façon dont j'ai eu envie de la traiter. De me dire, la philosophie nous pose des questions. Alors parfois c'est paralysant justement parce qu'elle n'apporte pas toujours des réponses, mais elle nous donne l'opportunité de nous questionner. Et justement, dans un monde où tout est injonction, où tout est parti pris, où tout a l'air déjà tellement figé, la philo est juste ce mouvement de recul. Et c'est pour ça que je parle souvent de pas de côté. Parce que c'est vraiment ça, je dirais presque physiquement. Ce mouvement de recul où on revient à l'intérieur en se disant « Tiens,
Est-ce que les choses sont cohérentes pour moi? Est-ce que je suis en accord, en désaccord? Quelle est ma vision de la vie? Quelles sont les valeurs qui sont en jeu dans cette prise de décision? C'est ce pas de côté qui est donc dans la réflexion, mais attention, c'est dans la réflexion pour ensuite retourner vers l'action. Et on a une petite tendance à caricaturer la philo, genre on se pose des questions et on n'agit jamais. Moi, je reviens à l'idée que la philo, c'est une manière de vivre, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Donc c'est ce va-et-vient entre les deux, et moi, vraiment au quotidien, ça m'aide profondément à revenir un peu en me disant « Ok, est-ce que je suis d'accord avec moi-même ?» Ce qui n'est pas toujours le cas, bien entendu. Alors la philosophie peut nous aider au quotidien, et est-ce que la philosophie peut nous aider à définir le temps? Alors, plus que nous aider à définir le temps, la philo s'adresse plus que jamais à la question du temps. C'est-à-dire, je pense que c'est une des notions philosophiques les plus traitées. Alors, non seulement en sujet l'année de terminale au bac philo, mais c'est surtout une des notions philosophiques dont on trouve le plus de traces dans toute l'histoire de la pensée. Moi, j'aime bien voir les sujets qui traversent vraiment notre histoire. Or, la question du temps, on la trouve de l'Antiquité, avec des philosophes vraiment de l'Antiquité, on pense souvent à des auteurs comme Héraclite, etc., mais jusqu'à aujourd'hui. C'est une question vraiment, c'est un fil conducteur dans l'histoire de la pensée. Et pourquoi c'est un fil conducteur? Parce qu'il y a deux choses dont l'humain ne peut pas se détourner, c'est l'espace, on est quelque part, et la temporalité. On est quelque part et on est à un moment donné. Donc le temps est vraiment une question permanente. Et il y a le temps, donc qui est le temps objectif, il y a notre rapport au temps, et en fait, il y a des moments où le temps, on va avoir le sentiment qu'il s'accélère, c'est-à-dire selon les moments de nos vies, on va d'un seul coup percevoir le temps comme étant plus rapide, on n'a pas le temps, on manque de temps, tout va vite, et d'autres moments, on va voir le temps passer plus lentement. Comment est-ce que ça s'explique, cette différence dans notre perception du temps? Alors là, ça va vraiment être ma minute bac philo, mais c'est sans doute une des distinctions les plus précieuses, et j'engage vraiment ceux qui nous écoutent à le faire. C'est un philosophe qui s'appelle Henri Bergson, qui décrit très bien la distinction entre les deux. Il parle du temps scientifique, ce que tu décris, le temps des montres, donc nos plannings, nos agendas, le temps, nos âges, donc tout ce qu'on peut vraiment nommer, matérialiser le temps du sablier. Et ça, c'est ce qu'on appelle le temps scientifique. Et de l'autre côté, il parle de cette chose très mystérieuse, très particulière, qui est le temps subjectif, mais que Bergson a choisi, décide d'appeler la durée. Et ça, la durée, c'est quelque chose qu'on traverse, c'est notre temps intime. Et on l'a tous vécu, quand tu t'ennuies dans une réunion ou dans un cours ou un dîner ou n'importe où tu t'ennuies, ça te paraît interminable. Tu te dis, mais c'est pas possible, enfin là, j'en peux plus. Bon, à l'inverse, quand tu passes un moment absolument délicieux, tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce que c'est passé vite, c'est incroyable. Et pourtant, le temps a été, d'un point de vue scientifique, le même. Mais c'est cette durée, c'est ce vécu intime. Et le souci, c'est que souvent, ça rentre en contradiction. C'est-à-dire que nous vivons dans un temps scientifique, donc avec un rythme de travail, avec des horaires, avec des plannings, avec des rendez-vous, qui parfois s'accordent avec notre durée intime et parfois est en désaccord total. D'où cette impression, et je crois que nous l'avons tous vécu, d'être comme écartelé, d'être à côté de la plaque. Cette sensation d'être à côté de la plaque, d'être un peu paumé, d'être pas dans le même rythme, bien c'est souvent lié à cette histoire de durée intime. Et j'invite à réfléchir à quel est, nous, notre rapport au temps à plein de moments de notre vie. Il y a un autre philosophe qui s'appelle Éric Fiat, qui à l'origine questionne beaucoup le temps quand on est malade, donc, puisqu'il travaille beaucoup sur la sphère médicale. Et ils disent ce qui est fou quand on tombe malade, c'est qu'en fait on tombe dans une autre temporalité, où tout d'un coup des gestes complètement anodins nous prennent beaucoup plus de temps, ou même, je sais pas si tu l'as déjà vécu, quand on vient d'être opéré, ou tout d'un coup mettre ses chaussettes, ça te prend un temps fou, alors que c'était un geste auquel tu pensais même pas. Et Éric Fiat dit, étant la réflexion bien au-delà de la question de la maladie, dit une de nos plus grandes difficultés de notre vivre ensemble,
c'est qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes temporalités. Donc, on est toujours le rapide de quelqu'un, le lent d'un autre. On voit très bien pendant les vacances, il y a toujours celui qu'on attend, tu sais. Tout le monde est prêt, et puis il y a toujours un mec qu'on attend. Et selon les duos, selon l'autre, on va être soit la personne pressée qui attend, soit celle en retard qu'on attend. Et Exactement. Ça, c'est un rapport aux autres. Et comment on fait, Marie, alors, et comment la philosophie peut nous aider à renouer avec notre durée intime ? Alors déjà, le tout premier point, c'est d'en prendre conscience. Parce que, tu vois, cette distinction qu'on vient de faire paraît assez simple. C'est pas, philosophiquement, elle n'est pas ardue à comprendre. Et pour autant, ah oui, effectivement, c'est un sujet. Donc déjà, en prendre conscience. Et ensuite, je dirais presque sensoriellement retenir cette durée. Tiens, où est-ce que j'en suis ? Et là, tu vois, on retrouve mon fameux pas de côté. Alors, il ne s'agit pas tout d'un coup d'avoir des pauses méditatives dans ta journée en se disant « Tiens, où suis-je ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que je vais faire ?» Mais tout d'un coup, s'arrêter et se dire « Est-ce que là, c'est en accord avec ma durée intime ?» Et pour des sujets très existentiels, autres qu'une question de se préparer en vacances, ça me semble être un enjeu majeur. De se dire, est-ce que là, ce que je suis en train de faire, parce qu'en fait, on a des vies qui sont très cadencées, et on le voit, hein, la scolarité dure tant d'années, les études post-bac durent tant d'années, puis après, il y a telle échéance, et en fait, tout ça, c'est du temps scientifique. Oui. Mais est-ce que cette échéance, elle me correspond ? Là, donc, en prendre conscience, oser se poser la question, et puis le troisième point, et c'est l'invitation philosophique, oser... réajuster. Alors, on ne peut pas tout réajuster, puisqu'on ne peut pas vivre uniquement avec notre durée intime. Il y a bien sûr des contraintes de la réalité, mais quand même, au maximum, réajuster. T'écris sur ce sujet ceci, Marie. La durée éprouvée par la conscience est différente du temps des horloges parce qu'elle est propre à un individu, et tu nous dis, et c'est ce que Bergson dit en tout cas, que ce serait ça, le temps véritable. Ce serait donc vraiment ça, le temps véritable, En tout cas, le temps, on a véritablement accès. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, si là, on décidait de ne plus avoir de montre, tu sais, la temporalité, le temps scientifique est quand même une invention relativement moderne. Puisque je rappelle que nous n'avions pas d'horloge, nous avions alors des cadrans solaires, ensuite on a rythmé avec les cloches des églises, notamment avec les clochers, mais quand même, pas de montre, pas, tu vois, ce téléphone portable qui nous rappelle les alarmes dans tous les sens. Et donc, quand même, on a avancé dans l'humanité en étant beaucoup plus dans la durée. Et c'est très moderne, ce temps scientifique, puisque bien souvent, il répond à des cadences de travail. Et c'est vraiment la révolution industrielle qui va mettre un temps scientifique absolument partout pour cadencer le rythme de travail. Mais ce n'était pas le cas. Le reste du temps, on avait le temps extérieur du cycle, en fait, de la lumière du jour, et sinon, cette durée intime. Et donc, quand on dit ce temps véritable, c'est parce que quand même, c'est ce à quoi nous avons accès. À la fin de la journée, c'est toi qui sais, est-ce que ça a été long, est-ce que ça a été rapide, est-ce que tu t'es ennuyé, est-ce que tu t'es senti suffoqué, oppressé, est-ce que au contraire, tu t'es senti bien en harmonie avec les bons gestes ? Ouais, c'est très... Enfin, ça résonne beaucoup à ce que tu décris avec cette sensation de temporalité qui peut s'accélérer, notamment, oui, alors il y a les moments où on s'ennuie ou les moments où on passe un bon moment, mais il y a aussi des moments de la vie où d'un seul coup, on a le sentiment que tout doit se passer en même temps. Évidemment, la trentaine est peut-être un moment qui est déterminant, parce qu'à la fois, c'est le moment où on te dit il faut que tu te maries, il faut que tu fasses carrière et il faut que tu fasses un enfant. Et c'est un vrai moment où, parce qu'on a toutes ces injonctions qui sont d'ailleurs contradictoires, on peut avoir la sensation très forte de manquer de temps. Et t'écris ça, notamment, puisque t'écris tous les matins, Marie, t'es, toi, dans ta temporalité fixée. Ma temporalité, t'as 7 heures, les 2200 signes. Et donc, un matin, à l'aube, tu as écrit cela. On pourra rétorquer que tout de même, il faut s'adapter à la société, au rythme biologique, au rythme du travail, à ce sens scientifique et normé, c'est juste, mais j'ai la conviction que tout ce qui est forcé, que tout ce qui est un arrachement imposé, crée plus de dommages que d'avantages. Il n'y a pas de bon moment pour se mettre en couple ou avoir des enfants, il n'y a que nos moments. Alors, Marie,
Tu sais, Je pourrais le réécrire là. Tu pourrais le Je suis réécrire toujours d'accord avec moi-même. On va parler, Marie, d'un concept qui t'est familier, qui est familier, je crois, surtout aux femmes en réalité. C'est la notion d'horloge biologique. Ces deux mots ensemble, horloge biologique, pour toi, ça évoque quoi ? Bon, ça évoque tout le paradoxe qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire que l'horloge biologique met en contradiction deux concepts qui sont totalement opposés, puisque le concept de temps scientifique, d'horloge, est de fait d'une certaine réalité physiologique, donc voilà, du fonctionnement féminin. Alors même si aujourd'hui, sans doute, et puis selon les individus, la temporalité, même scientifique, n'est pas tout à fait la même, mais enfin, toujours est-il qu'il y a une physiologie, effectivement, chez la femme. Et de l'autre côté, dans cette horloge biologique, mais peut-être qu'il faudrait la renommer, il y a la réalité qui est en fait ce temps intime du vécu, de à quel moment j'ai envie d'avoir des enfants. Alors déjà, est-ce que j'en ai envie ? Oui. À quel moment j'en ai envie ? Dans quelle perspective de vie ? Et donc tout ça, on a cette espèce d'hyper-intimité qui rentre en contradiction avec une réalité qui rentre ou non, mais qui parfois peut rentrer en contradiction avec une réalité physiologique. Donc on comprend bien toute la problématique. C'est-à-dire que on met, je dirais, le temps des ovaires n'est pas toujours le temps de l'esprit, ni le temps des tripes, quoi. Oui, et en ça, en fait, Bergson, ce qu'il dit, s'applique exactement au concept d'horloge biologique. C'est vraiment quelque chose qu'on voit là. Et bon, c'est aussi une image fausse, parce que l'horloge biologique, ça laisse un tic-tac s'installer, ça donne presque le sentiment qu'on aurait dans notre ventre une horloge qui n'existe pas, les femmes n'ont pas dans le ventre d'horloge, qui pourrait presque exploser, qui fixerait un délai de péremption du corps des femmes, parce que c'est un peu ça vient nous rappeler qu'en fait, on n'a pas toute la vie pour faire un enfant, qu'à un moment on ne pourra plus, on sera presque périmé, et en cela, pourquoi est-ce que notre société, d'après toi, a eu besoin de recourir à ce concept d'image, à ce concept imagé pour attacher une sorte de délai de péremption au corps des femmes? Bon, parce qu'il y a quand même une réalité, et ce que tu décrivais dans cette histoire de trentaine, c'est-à-dire qu'en fait, on a vécu dans des sociétés où les femmes faisaient des enfants beaucoup plus jeunes. Et plus on avance, et notamment dans le monde contemporain, plus les femmes font des enfants beaucoup plus tard. Pour tout un tas de raisons, d'ailleurs, sociologiques, économiques, pour tout un tas de raisons. Et donc, pour rappeler à l'ordre que dans cette décennie entre les 30 et 40, tout se joue, comme souvent, il faut une image forte. Il faut une image qu'on retient. Et donc, cette horloge biologique, elle devient un enjeu, certes, comme on le disait, une réalité physiologique. Bon, effectivement, ça peut être plus complexe, plus on avance en âge, d'avoir des enfants, ok. Mais aussi un enjeu symbolique majeur. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais il serait temps de... Donc, c'est comment dire, c'est toujours comment, et on le voit dans l'histoire de la pensée, tu sais comment on construit des éléments de langage et qui deviennent en fait des enjeux symboliques pour pousser à des comportements. Et là, ce que tu décris, c'est tout d'un coup cette espèce d'obligation à la réflexion. Autant je te disais, moi je suis passionnée par l'introspection, le questionnement, mais par des questionnements qui sont les nôtres. Là, tout le problème de cette histoire d'horloge biologique, c'est que tout d'un coup, on te met devant toi, réfléchis à ça. Et peut-être que tu n'y pensais pas. Mais comme l'intégralité de la société en parle, t'es obligé de faire ce chemin introspectif qui peut-être n'était pas le tien, mais on est obligé de le faire vu qu'autour de toi, tout le monde te tend le plat de « Allez, réfléchis à ton horloge biologique ». Et quelle place, d'après toi, prend dans le combat féministe le choix des mots justes? Quelle place le choix des mots doit prendre, en fait? Parce que cette construction, qui est une construction culturelle, l'horloge biologique, c'est un terme qui a émergé dans les années 70, qui aujourd'hui a pris une place de plus en plus importante dans le débat public. Initialement, ça concernait en réalité le fait que tous les corps pouvaient vieillir, et finalement aujourd'hui, dans le langage courant, on l'applique qu'aux femmes. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le choix des mots? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une construction culturelle qui peut-être il faudrait venir déconstruire? Est-ce qu'en fait on pourrait aussi désamorcer l'horloge d'une certaine façon sans nier la biologie? En fait, bon, tu sais, on dit le langage engage. Et bien sûr que le langage crée un monde. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de questionnement. Donc, moi, ma réflexion, alors bien sûr que c'est là, à ce jour, c'est impossible, mais ce serait de véritablement ne plus en parler. Mais pas
pour ne pas faire exister, mais c'est juste que retirer cette expression d'horloge biologique, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas des questionnements intimes sur l'envie d'enfant, sur tout le reste, mais ça veut juste dire qu'il n'y aurait pas cette obligation à penser à ça. Et je trouve que c'est déjà extrêmement intrusif, extrêmement injonctif et extrêmement conditionnant. Donc bien entendu qu'en fait, je dis la société, c'est jamais la société, c'est les individus et ce que tu décris, c'est-à-dire à partir des années 70, etc., a décidé d'en faire un sujet. Mais est-ce que c'est un sujet ? Tu vois ? En fait, je crois que c'est devenu un sujet et c'est ce que nous dit très justement le Conseil d'État. C'est qu'en fait, c'est un sujet parce que la temporalité des cycles de vie a évolué. On le disait, on fait des enfants plus tard, on fait des études, mais la période de fertilité des femmes reste inchangée. En réalité, c'est devenu un sujet parce qu'on fait des enfants plus tard et parce qu'il y a un moment dans la vie où il y a ce conflit des temporalités. Il y aurait un seul moment pour tout, et peut-être que c'est en cela que finalement la congélation d'ovocytes vient rejoindre le propos Bergson et peut-être nous aider à tenter de réconcilier la durée intime et l'horloge extérieure, l'horloge biologique, en nous permettant de décaler un petit peu l'âge de la maternité. Ça pourrait aller dans ce sens-là. En fait, pour moi, la congélation des ovocytes, et c'est pour ça que là, pour le coup, c'est plus qu'un sujet, c'est une vraie liberté, ouvre la possibilité de. Et peut-être que ce sujet viendra, peut-être qu'il ne viendra pas, mais tu sais, moi j'aime beaucoup la pensée de l'amplitude. Et pour moi, la congélation des ovocytes permet simplement, d'une manière extrêmement intime, d'ouvrir ce champ des possibles, de donner un peu plus d'amplitude. Et donc là où pour moi l'horloge biologique est vraiment un sujet extrêmement problématique, la congélation des ovocytes ne l'est pas. Au contraire, c'est un droit dont on parle finalement très peu, qui n'est pas si connu. Alors bien sûr, on espère que ça va le devenir encore plus, mais qui permet juste de dire voilà, si un jour c'est une question intime pour toi, si ça correspond à une peur, si dans cette introspection autour des questions de l'envie d'enfant, c'est un sujet qui vient, il y a cette possibilité. Et là, tu vois, quand je parle de champ des possibles, pour moi, là, c'est une ouverture, là où l'horloge biologique rétracte. La possibilité de congeler ces ovocytes ouvre. En fait, ça libère en ce que ça peut donner davantage de maîtrise du temps objectif. Ça permet un petit peu de l'aligner davantage. De retrouver sa cohérence, de retrouver peut-être une harmonie, de dire effectivement, je ne suis pas poussée là maintenant parce qu'il y aurait une impossibilité physique absolument irrémédiable. Je retrouve de la souplesse, de la liberté, et je peux retrouver, ce qui me tient à cœur dans cette histoire de temporalité, le juste moment. Quand je dis notre temps, c'est ce juste moment. Et la congélation des ovocytes permet de toucher du doigt cette idée quand même que dans la vie, on est bien et on est épanoui quand on est au juste moment. Et surtout sur des questions aussi existentielles que celle d'avoir des enfants ou non. Et justement, pour aussi réaligner le temps objectif et cette durée intime pour permettre aux femmes de trouver le juste moment. Si on prenait les choses à l'envers, ça pourrait être aussi de se dire, en fait, si les femmes ont des enfants plus tard, c'est parce que la société est organisée autrement, est organisée d'une façon qui ne prend peut-être pas suffisamment en compte le temps objectif du corps féminin. On pourrait peut-être voir les choses à l'envers, peut-être qu'au lieu de geler les œufs, on pourrait geler les postes. Complètement, parce que la problématique est aussi la même. Il y a beaucoup, et pourquoi il y a pourquoi il y a ces enfants plus tard, tu le décris très bien, parce que souvent, au moment, tu vois, de 28-30 ans, il y a souvent cette pensée de carrière, et il y a tellement d'enjeux professionnels qu'il n'y a pas cette possibilité-là. Donc, là, je te l'accorde, la société pourrait aussi avoir beaucoup plus de flexibilité. Mais tu sais, même, on le pense beaucoup, même là, dans la question des ovocytes, mais dans la question même des apprentissages, tu vois. On met tous les apprentissages, alors même si aujourd'hui, tu as de la formation continue, mais enfin, néanmoins, on met tous les apprentissages entre 0 et 25 ans, pour ensuite avoir un gros creux, tu vois, d'activité professionnelle. On pourrait, en fait, beaucoup plus
séquencer, tu vois, Ouais. et se dire finalement que peut-être que respecter notre durée intime, ce serait de séquencer. Et d'ailleurs, on voit dans certains pays des réflexions autour de mettre beaucoup plus d'apprentissage concret au lycée, tu vois, pour aller un peu plus vers la vie active plus tôt, pour ensuite revenir à l'apprentissage, revenir à quelque chose de plus de l'ordre des études théoriques, et ainsi de suite. Et je crois qu'il y aurait cette réflexion à avoir si on avait ce champ libre, en fait. Je sais pas à quel âge on aurait des enfants, Ouais, tu vois, c'est vrai. ou pas. Mais je sais pas à quel âge, en Ouais. fait. Si tout était ouvert, possible, peut-être que sans doute des femmes auraient ce désir d'enfant à 22 ans. Et peut-être que d'autres en auraient à 38. Ouais, peut-être. Et peut-être que d'autres n'en auraient pas. Mais tu vois, c'est là où on se rend compte à quel point quelque chose qu'on n'interroge plus et qu'on déconstruit pas parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire, en fait, Parce qu'on n'a serait pas le choix. peut-être radicalement différent. Et c'est fascinant à observer. En tout état de cause, il y a quand même une réalité, elle est biologique. Le temps a un effet sur le corps. On vieillit, voilà, on vieillit, on s'en rend compte parfois. C'est le choc du premier cheveu blanc, c'est le choc de la première. Moi, je les ai vie. eus très jeunes, donc ça tombe bien. Et alors, Marie, peut-être que tu as trouvé dans la philosophie des clés pour appréhender, pour accepter le vieillissement de nos corps. Comment la philosophie peut nous aider ? En tout cas, la philosophie invite à une chose, c'est repenser le corps en tant que sensation et pas en tant qu'objet. Et il y a quand même tout un courant philosophique, la phénoménologie, où c'est revenir à l'expérience, revenir à la sensorialité, revenir au sens. Et en fait, on se rend bien compte que la question du vieillissement, et quand tu dis même les cheveux blancs, alors déjà, moi je les ressens pas, mais c'est surtout que souvent, c'est tourné vers l'extérieur. C'est parce qu'on se sait objet, c'est parce qu'on se sait regarder, c'est parce qu'on a tout un jugement, des évocations autour des cheveux blancs, des rides, des machins, des ceci. Quand on sort de cette réflexion du corps comme un objet et qu'on revient à son vécu intime, en fait, on se rend compte, là encore, que le vieillissement est totalement différent. Et on voit très bien, d'ailleurs, en l'occurrence chez les femmes, je parle aussi du point où moi je suis, il y a des âges de la vie où on se sent avec plus d'énergie, où on se sent plus vulnérable, ou d'autres au contraire, on se sent plus ancré. En fait, revenons, et la philosophie invite, au ressenti, plutôt qu'à une conception extérieure. Revenons à ce que nous font les choses. Et pas uniquement, tu vois, la manière dont on va les percevoir. Et moi, je sais que je me sens 1000 fois plus en forme. Je vais avoir 40 ans dans pas longtemps, 1000 fois plus en forme qu'à 20 ans. C'est merveilleux. En tout cas, à ressentir, oui. Et Marie, tu as écrit ce texte que j'ai trouvé absolument génial. Je vais le lire. Tu écris: l'autre jour, dans une conversation, j'évoquais la singularité du corps féminin, cette chair dont la vie semble n'être jamais linéaire, ce sang qui fluctue, cette peau qui raconte, ces cycles qui jonglent avec nos ressentis, un tumulte constant, en dialogue avec l'extérieur, perméable aux impacts, aux douleurs, aux sentiments. C'est un ventre gonflé par l'angoisse, par la venue des règles ou par leur absence. À travers tous ces changements et toutes ces variations, ce que notre anatomie nous propose, c'est une ode au mouvement. Est-ce que tu te souviens de ce qui t'avait poussé à écrire ce texte ? Oui, en fait, je me souviens très bien parce que je suis marquée par la non-linéarité du corps féminin, mais qui est fantastique. C'est-à-dire qu'il y a une fluctuation permanente. Et encore une fois, qu'on ait des règles qui arrivent tous les 28 jours pile ou pas, dans tous les cas, ça fluctue. Et je trouve que cette réalité, pour le coup, physique, et ce ressenti... Alors aujourd'hui, on en parle de plus en plus, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, tu vois. Aujourd'hui, on propose même d'adapter le sport en fonction des périodes, de nos règles, et ça devient un sujet. Mais je trouve que quand on arrive vraiment à se dire, tiens, à quel moment j'en suis, de mon cycle, comment, pourquoi, et qu'on revient à ce fameux ressenti du corps, et pas seulement en tant qu'objet, comme on l'évoquait juste à présent, et bien finalement, ce mouvement libère beaucoup. Parce que oui, on n'est pas dans le même état. Parce que bien sûr qu'on n'est pas la même personne. Parce que bien sûr qu'on change, on fluctue, on évolue, et qu'en fait, tout cela n'est pas grave. Rien n'est figé. Et c'est ça aussi qui m'intéresse dans notre discussion du jour, c'est de dire, attention
parce que les constructions sociétales sont souvent des constructions figées, extrêmement, très ancrées, alors que nos vies, nos réflexions, nos mouvements, nos corps ne le sont pas. Donc là encore, on a une opposition, au même titre que le temps scientifique est figé et que la durée intime ne l'est pas. C'est exactement pareil dans nos corps, c'est-à-dire il se passe plein de mouvements, alors même que les injonctions sociétales, pour le coup, sont extrêmement figées. Et peut-être qu'aussi, parce que justement le corps féminin est marqué par des cycles, peut-être que les femmes ont davantage conscience que les hommes du temps qui passe, justement, pour revenir à l'idée de temps, parce que ça marque chaque mois, chaque 28 jours plus ou moins, et ensuite il y a cette période où on est fertile, cette période où on ne l'est plus, donc en réalité, oui, peut-être que les femmes ont plus conscience du temps qui passe que les hommes. Alors, peut-être plus conscience du temps qui passe, mais aussi peut-être plus conscience de cette possibilité ou non, parce que quand même, les règles sont un rappel de quelque chose. Oui, t'as raison. Et d'ailleurs, c'est assez saisissant quand on explique le fonctionnement des règles à des enfants, tu vois, par exemple. Ce qu'on explique, en fait, c'est ça. C'est les règles. Alors, c'est pas uniquement... c'est un fonctionnement du cycle, etc. Il y a une réalité de ce que l'utérus élimine ou pas. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est que tu n'es pas enceinte. Donc, c'est un rappel de ça. Et donc, forcément, c'est pour ça que c'est quelque chose de plus marqué, forcément, il y a cette attention portée à une ouverture ou à une fermeture de quelque chose. À une maternité ou une non-maternité potentielle. Tout à fait. Et c'est vrai, ce que tu dis là évoque quelque chose qu'ont pu me confier un certain nombre d'amis qui ont connu des difficultés de fertilité et qui vivaient du coup cette arrivée des règles comme quelque chose de très douloureux parce que c'était un nouvel échec. Bien sûr. La preuve que ça n'avait pas marché et elles le ressentaient dans leur corps et parfois leurs partenaires, notamment lorsque c'était un homme, peut-être avait plus de mal à comprendre comment cet échec était vécu par la femme dans sa chair. Et tu vois, encore une fois, de la sensorialité, c'est-à-dire c'est de l'expérience. Ce sont les sens, c'est le corps, c'est du ressenti. C'est pas juste factuel, c'est du ressenti. Et ce fameux désir d'enfant, et c'est pour ça, pour en revenir à cette question-là, ce désir d'enfant, il est aussi quelque chose, et en tout cas... J'y invite, mais très modestement, de se poser la question, est-ce que j'ai envie d'un enfant, moi, dans mon corps, ou est-ce que j'ai envie d'un enfant parce que l'intégralité des gens autour de moi ont des enfants, me parlent d'enfants, me demandent si je vais avoir un enfant. Et c'est radicalement différent. Et comment la philosophie peut nous aider, justement, à mieux répondre à ça ? Je crois que la philo, et c'est un peu le fil conducteur que nous avons depuis le départ, en étant dans cette introspection et en nous invitant à interroger la réalité de nos désirs. Déjà, faire le tri entre est-ce que c'est un désir, est-ce que c'est un besoin, est-ce que c'est un impératif qui m'a été fixé par une instance extérieure, de quel ordre ? Et je tiens quand même à préciser que ce n'est pas confortable comme question. C'est pas confortable parce que tout d'un coup, on doit démêler quelque chose qui parfois a tellement de ressorts. Il y a les ressorts inconscients, il y a la manière dont on a été élevé, il y a la peur de décevoir parfois son conjoint, de décevoir sa famille. Il y a aussi cette difficulté même à soi-même s'avouer, en fait. Est-ce que vraiment j'en ai envie ou est-ce que j'en ai pas envie ? Il y a aussi faire le tri avec ses peurs. Et là, avec ses peurs, parce que parfois, on a le désir, mais on n'ose pas le formuler parce qu'en fait, il y a trop de peurs qui viennent nous paralyser. Et là où la philosophie, mais je dirais, bien sûr, il y a des auteurs qui peuvent accompagner, mais je dirais plus encore la pensée. Et tu vois, j'invite même à essayer d'écrire ce qu'on ressent. Peut aider à faire le tri dans ce grand chaos qu'est la question de la maternité. Et c'est un immense chaos. Mais ce travail introspectif, même s'il peut paraître un peu rébarbatif, il peut paraître inconfortable, il me semble précieux, parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une maternité ou une non-maternité quand elle est profondément voulue, choisie, quand on se sent profondément ancré. Et quelle que soit la décision, que ce soit d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, quand vraiment ça a été complètement pensé,
je crois que c'est là où on est au bon endroit et où on est prêt à traverser ce qu'on a à traverser. Comment ça s'est passé pour toi, Marie? Parce que je crois que tu es devenue maman à 37 ans, donc tu l'as vécu cette trentaine sans enfant, enfin de 30 à 37 ans en tout cas. Comment ça s'est passé à la fois ces années-là où probablement qu'il y avait des bruits autour, des bavardages, des questionnements de proches, de moins proches, d'un peu partout, probablement aussi des questionnements intérieurs. Comment finalement tu as cheminé vers ce désir et cette réalisation de ton projet d'enfant? C'est d'autant plus... la philo m'a d'autant plus aidée justement à garder mon cap que moi, j'ai pas du tout eu de désir d'enfant jusqu'à assez tard vis-à-vis justement de la société. J'avais pas ce désir. C'était pas une impossibilité, c'est que j'avais pas ce désir. Et en me questionnant vraiment... Alors déjà, j'ai longtemps été persuadée que j'allais adopter et pas en faire, sans doute dans une réflexion aussi liée au corps. Et autour de moi, non seulement il y avait beaucoup de questions, alors certes pas de mes parents, mais de tout le monde extérieur, parce que vraiment à partir de 30 ans, il faut quand même imaginer que les femmes, on te pose la question quotidiennement, ouais. Encore plus quand tu es dans le milieu éducatif, où tu es entourée d'enfants toute la journée, et où on octroie une crédibilité et une légitimité de ta parole eu égard au fait que tu as des enfants ou pas. Donc moi, bien souvent, alors que c'est mon métier, que c'est vraiment ma pratique, ah oui, mais quand même, tu verras quand tu auras des enfants. Comme d'ailleurs un présupposé ou forcément. Donc j'ai vraiment, heureusement, et la philo m'a aidée à rester ancrée à qu'est-ce que je veux, quel est véritablement mon désir. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'au moment où j'ai pris la décision, parce que j'étais avec quelqu'un qui effectivement avait envie d'enfant et qui m'a aidée à cheminer, et au moment où j'ai vraiment senti que pour moi c'était le bon moment, je suis allée chez une gynécologue pour faire retirer mon stérilet. Et là, alors que j'avais 37 ans, elle m'a regardée en me disant « Ouh là là, préparez-vous, hein, ça va prendre du temps. » Ouais, donc Et là, je me suis dit, mais c'est saisissant, en fait, cette espèce de préempter la temporalité des gens. Alors, heureusement, encore une fois, la philo m'a aidée à pas trop me conditionner et à un peu me détacher de sa parole, puisque je suis tombée enceinte en 1 mois. Mais ça aurait pu ne pas être le cas. Et je me suis dit à quel point c'est conditionnant. Et donc, je peux dire aujourd'hui, pour moi, ça a été véritablement, justement, le bon moment, et que je n'aurais sans doute pas vécu la maternité de la même manière si je n'avais pas respecté ce chemin-là, si je l'avais fait autrement et si j'avais cédé aux pressions extérieures. Tu cites à un moment dans tes textes Montaigne qui parle de vivre à propos. Ouais. Ça veut dire quoi quand on dit ça ? C'est pour moi une des plus jolies expressions aussi sur la temporalité, en tout cas sur l'acceptation de notre temporalité. Montaigne, qui est quand même un philosophe qui s'observe beaucoup et qui dans ses essais écrit beaucoup sur lui-même. Et tu vois, il s'observe et il observe son corps. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir la façon dont il en parle. Dit finalement... ce qu'il y a d'intéressant dans la temporalité, c'est qu'on apprend à vivre à propos. Et vivre à propos, ça veut dire vivre avec son propre rythme, avec sa propre cadence. Et Montaigne dit une phrase qui est devenue célèbre, quand je danse, quand je ris, c'est-à-dire quand je suis complètement présent à ce que j'ai envie de faire. Or, aujourd'hui, on vit dans une société qui est caractérisée par l'accélération. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Hartmut Rosa, qui dit « il y a une chose qu'on retiendra de notre modernité, c'est l'accélération de tout ». Ouais. L'immédiateté de la communication, l'immédiateté de nos rapports, l'immédiateté des réponses données, le changement en fait de paradigme permanent. Il dit dans la politique, on n'est pas en action, on est en réaction aux choses. On mange plus vite, de la rencontre amoureuse l'immédiateté aussi. De la rencontre amoureuse, tout doit être dans l'immédiateté, dans le « ok, ça va très vite ». Et Hartmut Rosa dit quelque chose d'extrêmement vertigineux, dit l'accélération, au lieu de nous faire gagner du temps, a fini par nous pétrifier. On est pétrifié. On ressent une espèce de vide existentiel, en fait. Tellement, on ne sait plus par où commencer, on ne sait plus. Et justement, on a perdu le fil de notre durée intime. Et on vit tous dans des moments, et je crois qu'on l'a tous vécu, dans des moments particulièrement denses ou particulièrement chargés, où je sais pas, t'as 150 000 notifications, t'as des dossiers dans tous les sens, t'as plein de trucs. Il y a une espèce de paralysie, quoi. D'asphyxie. Je ne sais plus quoi faire. Et du coup, Rosa
dit c'est un problème parce que ça devient un vide existentiel à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle sociétale. Et l'invitation, elle est de réapprendre à renouer avec son temps. Alors pour Rosa, renouer avec son temps, ça va être se laisser finalement des espaces de temps non structurés, qui vont pouvoir peut-être... des espaces de temps qui seraient les nôtres en fait, qui peut-être vont permettre la résonance, qui peut-être vont permettre qu'il se passe quelque chose, ou pas. Mais avoir ce temps non structuré qui est le nôtre. Pas se dire, tiens là, il faut que je rencontre quelqu'un, il faut que j'ai un enfant, mais juste vivre. Et c'est pas juste vivre le moment présent, c'est vivre son temps, c'est se vivre à propos de Montaigne. C'est-à-dire, est-ce que là, je suis en train d'être présent aux choses, ou est-ce que je suis dans une projection d'un truc de je devrais avoir une famille, je devrais avoir un mec, je devrais avoir machin, je devrais avoir ceci. Non, est-ce qu'en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et quand tout d'un coup, tu prêtes attention à tes actions, à tes désirs, à tes envies, quand on retrouve une forme de concentration, mais qui n'est pas juste une concentration parce qu'on a mis son téléphone en mode avion, qui est une concentration de, tiens, ok, je vis là, ma propre vie. Ben, bien sûr qu'on n'a pas le même rapport à soi, pas le même rapport aux autres, pas le même rapport à son corps et pas les mêmes décisions. Et ce que je trouve, et je réitère le propos intéressant dans cette histoire de congélation d'ovocytes, c'est que ça te permet de vivre à propos au moment voulu sans être justement parasité par des oulala, tic-tac, le temps tourne, peut-être que je vais plus pouvoir. Ça te permet, sur cette question de la maternité ou non, de pouvoir vivre à propos. En fait, ça permet de gagner du temps, un petit peu de temps. Et est-ce que finalement, le temps, plus que, j'en sais rien, l'argent, le pouvoir, la gloire, est-ce que ce serait pas ce qu'on a de plus précieux ? Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tant d'efforts de la médecine, ils vont dans ce sens-là, de nous aider à gagner un peu de temps. Oui, aujourd'hui on est dans une sphère de la longévité, où on pense beaucoup la longévité, mais ce que je voudrais vraiment prêter attention, c'est que c'est pas une question uniquement élitiste, bourgeoise, etc. C'est pas uniquement une question de privilégiés. C'est une question qui est un enjeu politique global. Retrouver, recréer des espaces de durée intime dans toutes les sphères. Moi, je le vois dans l'éducation, les enfants sont surchargés d'activités. Je le vois dans les entreprises, les gens n'ont plus d'espace de réflexion. On le voit absolument partout, cette accélération tellement dévorante dans toutes les sphères nous coupe de notre durée intime et font qu'on se sent absolument pas ancré, quel que soit, en fait, notre profession, quel que soit notre âge, quels que soient nos modes de vie, je veux dire. Donc, il y a un enjeu politique et sociétal de dire, attention, en fait, laissons du temps, laissons de l'espace, et pas juste gagner en âge. C'est gagner en temps vécu. Vraiment. Et le temps, il est aussi le temps relationnel, le temps de faire les choses, le temps d'infuser, le temps d'ancrer, le temps irréductible. Tu vois, je parle beaucoup d'éducation parce que c'est aussi mon métier. Le temps irréductible des apprentissages, le temps d'infuser de réflexion, ce temps de l'introspection dont on parle depuis le début. Ben, ça prend du temps de se poser des questions. Bien sûr que tu as besoin d'avoir un peu d'espace mental pour se poser des questions. Donc, voilà, on a besoin de renouer avec cette durée intime et on en a besoin dans toutes les sphères de la société. Et comment on peut faire ? Alors, déjà, prendre la mesure de ce vers quoi on va, c'est-à-dire un insensé, vraiment. On veut des individus performants, créatifs, à la bonne place, mais nous n'avons pas le temps d'être créatifs, nous n'avons pas le temps d'être performants, nous n'avons pas le temps de penser. Donc évidemment, c'est un péril, donc en prendre conscience et en faire un sujet de société. Et nous, à l'échelle individuelle, si on ne compte pas révolutionner la société tout de suite, c'est se poser la question, est-ce que dans nos journées, quel usage faisons-nous du temps ? Vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas une audace de renoncer à certaines choses, de repenser certaines choses ? Est-ce que finalement, bien sûr qu'on a des contraintes qu'on ne peut pas réduire, mais il y a aussi des contraintes que nous pouvons réduire, des choses auxquelles nous pouvons renoncer. Et là encore, c'est peut-être un effort à faire. Et je veux vraiment inviter à
renouer avec cette durée intime. Ouais. Et peut-être avant qu'on conclue, avant qu'on termine cet entretien passionnant, dans le rapport aux autres, quand même, l'horloge, l'heure, il y a aussi la notion du retard. On peut être en retard, on peut être en décalage, on peut ne pas être sur la même temporalité que les gens qu'on aime. Parfois, ça va être une temporalité biologique lorsque la personne qu'on aime est de l'autre sexe. Parfois, ça va être la durée intime avec nos amis, nos sœurs, nos cousines, les femmes qui nous sont proches. Comment est-ce qu'on peut vivre ensemble quand on a ces temporalités qui diffèrent ? C'est la plus grande difficulté, c'est pour ça que j'évoquais Eric Fiat, qui disait que une des plus grandes, ce qu'on traverse de plus dur dans le vivre ensemble, c'est cette différence de temporalité. Je dirais déjà en prendre conscience, le verbaliser, et aussi se dire que le temps des autres est le temps des autres. C'est-à-dire être, peut-être parfois, avoir la capacité à s'éloigner un peu pour revenir, à laisser en fait les autres dans leur temporalité. Et c'est très dur relationnellement. Ouais. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on doit être... On a cette espèce d'envie, de frustration, de dire « mais non, il faut qu'on fasse les mêmes choses en même temps ». Et pour reprendre et faire sourire à la métaphore de la personne qui en vacances est en retard, eh ben peut-être qu'on peut lui dire « tu sais quoi, on te donne rendez-vous, on sera à tel endroit, viens quand tu peux ». Ouais. Dans un de tes textes, tu parles justement d'un dîner de Noël, tu parles de cette amie à qui tu demandais mais qu'est-ce qui t'angoisse à l'idée de ce retrouvailles familial. Elle te répondait, c'est qu'on m'impose un autre temps que le mien. Et c'est vrai que beaucoup, ceux qui nous entourent, parfois avec bienveillance, mais malheureusement ça peut créer beaucoup d'angoisse, veulent nous imposer leur temps. Et en fait c'est ça, tout l'enjeu, c'est de retrouver... Ne pas préempter le temps des autres. On ne peut pas préempter vraiment, le temps des autres. Ne pas préempter le temps des autres. Et je crois que si on a une quête à avoir, c'est retrouver notre durée intime et veiller à ne pas empiéter sur la durée intime des autres. Les questions de la fin, pour toi, les œufs au frigo, révolution ou effet de mode ? Révolution. Qu'est-ce que tu dirais à celles, surtout, qui nous écoutent et qui se posent la question de congeler leurs ovocytes ou non ? Ouvrir un possible est toujours une bonne idée. On t'a demandé de choisir une chanson pour clôturer cet entretien avant qu'on se quitte. Qu'est-ce que tu as choisi ? Léolam d'Avishai Cohen. Merci beaucoup Marie, on Merci l'écoute. à toi. Il y a des moments dans la vie où on a l'impression que tout s'accélère, que le temps d'un seul coup passe plus vite. Et dans ces moments-là, on peut vraiment avoir cette sensation de manquer de temps. Je crois que la philosophie peut nous aider à trouver une forme de réconfort et peut-être à renouer avec notre durée intime. C'est ce que nous a expliqué aujourd'hui l'auteure, philosophe, directrice d'école Montessori, Marie Robert. J'espère que cet épisode vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous. C'est ce qui permet à notre podcast d'exister et de toucher celles et ceux auxquels il pourrait être utile. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode des œufs au frigo.